Je m'appelle Isor Breteau, je suis chef de clinique en spécialité d'anesthésie-réanimation et actuellement en réanimation chirurgicale à Trousseau. Alors il y a pas mal d'avancées. Disons que l'anesthésie-réa avance en quinconce en parallèle de la chirurgie. Au début, les chirurgiens étaient limités sur les interventions qu'ils pouvaient faire, puisqu'on pouvait endormir au tout début que des patients qui étaient en très bonne santé, parce que déjà, on ne savait pas trop comment est-ce qu'ils allaient réagir à l'anesthésie. Donc plus on s'est amélioré sur l'anesthésie, plus on a pu endormir des patients complexes, et donc les chirurgiens ont pu faire des chirurgies complexes. Mais comme ils faisaient des chirurgies complexes, il a fallu qu'on s'adapte de notre côté. Donc on avance en permanence avec eux. Quand ils ont inventé la célioscopie, on s'est retrouvé à dire bon alors là ils nous changent tout, on ne peut plus ventiler les patients pareil, ça change tout. Donc on a avancé les choses. Quand ils ont commencé à faire du robot, on a été obligé de revoir les positions dans la pièce. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une avancée sur les collègues de chirurgie, nous on s'adapte. Et de la même façon, à chaque fois que nous on arrive à endormir des patients encore plus limites, eux ils disent on peut peut-être essayer de donner une chance à ce patient si tu penses que ça passe. Ça c'est la première avancée, c'est qu'on avance en parallèle des techniques chirurgicales. Les deuxièmes avancées, c'est il y a tout le matériel, on fait de plus en plus de choses. On arrive à avoir du monitorage de plus en plus précis de nos patients. Là où nos collègues qui ont commencé l'anesthésie expliquaient qu'ils n'avaient pas de saturomètre de pouls, ils n'avaient pas de capnographe, ils regardaient le patient en se disant s'il est rose et sec, c'est que c'est bon. Maintenant, on arrive dans un bloc opératoire, on a l'impression d'être dans une navette spatiale. De la même façon, on arrive dans une chambre de réanimation, ça clignote de partout, on a 6000 moniteurs. Donc c'est bon. Juste sur la deuxième partie, quand vous parliez le monitoring. Ouais, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie c'est que plus ça va, plus on monitore de manière précise nos patients. Nos collègues qui ont fait de l'anesthésie il y a 40 ans, ils n'avaient pas de saturomètre de pouls, ils regardaient la couleur du patient, ils allaient prendre la tension sous les champs. Les vieux anesthésistes, les vieilles infirmières anesthésistes racontent qu'ils passaient sous les champs pour aller prendre la tension avec leur stéthoscope et le tensiomètre manuel. Enfin voilà, maintenant on arrive, il y a des lumières partout, il y a des écrans partout, on a un monitorage qui est extrêmement précis. Et donc que ce soit en anesthésie ou en réanimation, on a systématiquement l'impression d'arriver dans la station spatiale internationale. On arrive, et plus ça va aller, plus on va faire de l'anesthésie et de la réanimation à la carte. Le but étant qu'on propose la bonne thérapeutique aux bons patients pour faire en sorte parce que nos thérapeutiques ne sont pas exemples d'effets secondaires. Et le but c'est de ne pas mettre tel traitement trop fort alors que le patient n'aurait pas eu besoin et qu'on peut entraîner des complications. Quelle est la place de la recherche en réanimation ? Très large. En anesthésie-réanimation, c'est très large. Il y a plein de champs différents. Il y a énormément de choses qui sont faites en termes de monitorage, parce qu'on cherche toujours d'autres moyens d'évaluer nos patients. J'ai un de nos futurs universitaires qui travaille sur l'évaluation de la douleur. Comment est-ce qu'on évalue la douleur de quelqu'un qu'on a endormi pour pas qu'il bouge quand il a mal ? Il faut bien trouver d'autres moyens. Donc il y a des recherches sur la douleur. Il y a des recherches sur la pharmacologie. Tous les dosages du Vidal, ils sont faits pour des patients qui vont bien. Nous, on a des patients qui arrivent en choc septique. Que font nos médicaments ? Il y a de la recherche sur les techniques d'anesthésie. Est-ce que si on fait comme ça, est-ce que nos patients vont mieux ? Il y a de la recherche sur est-ce qu'on peut, là où avant il fallait rester 8 jours à l'hôpital sur une appendicite, maintenant c'est tout juste si on ne sort pas le lendemain. Est-ce qu'avec les chirurgiens, on ne peut pas faire en sorte que les durées d'hospitalisation soient le plus court possible ? Comment ça marche ? Est-ce qu'on ne peut pas mieux prendre en charge tel ou tel patient ? Donc il y a énormément de choses à faire. Enfin, il y a vraiment des spécialités pour tout. On peut se surspécialiser sur moi, ce qui m'intéresse, c'est la ventilation du patient en SDRA, il y en a, c'est ça. Enfin, voilà. Il y a énormément de sujets de recherche. Oui. Pour tout raconter,
était infirmière anesthésiste. Et je me souviens très clairement en médecine lui avoir demandé mon anesthésiste à quoi il sert, c'est toi qui fais tout le boulot. Bon, j'ai fini anesthésiste réanimateur, je ne sais pas ce que je dois comprendre de l'histoire, mais en fait je n'avais pas conscience des responsabilités que c'est, du nombre de sécurités qu'on a en anesthésie, de tout ce qu'on a mis en place pour faire en sorte que tout soit sécurisé, que ce soit vérifié, double vérifié, qu'on ait des boucles en permanence de se dire ça a été fait, ça a bien été fait, tu as bien injecté le bon médicament à la bonne dose. Et de ce côté très pilote d'avion à dire bon c'est bon, on est à la bonne altitude, c'est pas le sol que je vois en dessous, on va pas. Donc d'être passé externe, c'est sur mon externe là que mon avis a changé. Je me suis rendu compte que la spécialité n'était pas du tout comme je l'imaginais et qu'elle me plaisait, puisque finalement c'est ce que j'ai fait. Multiples, ça c'est la réponse ultra courte. Si vous travaillez en CHU, en CH périphérique, enfin dit périphérique, en clinique, selon la clinique, vous allez avoir 10 modes d'exercice différents. Vous pouvez faire une activité exclusivement anesthésique. Vous pouvez faire une activité exclusivement réanimatoire. Vous pouvez faire moitié-moitié. Vous pouvez faire de l'anesthésie avec des gardes en réa, de la réa avec des gardes en anesthésie. Vous pouvez décider d'être au CHU, de faire de la recherche et de l'enseignement. Vous pouvez décider d'être dans un CH de périphérie et de continuer à avoir quand même un rythme de garde élevé. Si vous n'avez pas envie de faire de garde, vous pouvez aller dans une clinique qui ne fait pas de garde. Vous allez bosser beaucoup en termes de volume horaire dans la journée, mais quand vous rentrez, vous savez que vous ne restez pas de garde. Vous pouvez décider de travailler uniquement en maternité si ce qui vous intéresse c'est l'obstétrique et voilà. Vous pouvez décider d'aller travailler en pédiatrie. Vous pouvez avoir un cabinet, enfin, une consultation de la douleur, que ce soit en privé ou en public. Vous pouvez, même si vous voulez, aller faire du rapatriement sanitaire, si vous avez envie de faire autre chose, voilà, vous pouvez vraiment partir. Enfin, on avait un de nos médecins qui faisait ça, qui partait, finissait au Kazakhstan à récupérer un patient qui avait eu un traumatisme, etc., pour le ramener en France. Il y a autant de modalités d'exercice que vous pouvez imaginer. À l'heure actuelle, on est tellement en pénurie dans la profession qu'il n'y a pas un seul secteur qui soit saturé. On peut faire vraiment, et je pense pour les 10 prochaines années encore, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous trouverez un endroit où le faire, sans aucun problème. Alors, pour ce qui est... Alors, peut-être que dans les grandes villes comme Lyon, Paris, c'est moins vrai. En tout cas, quand on va sur des villes de moyenne importance, la différence importante entre le privé et le public, c'est les patients. Dans le privé, il n'y aura pas des patients aussi lourds que ce que vous pouvez avoir dans le public. Dans le public, on peut avoir des patients avec des cancers extrêmement évolués pour lesquels on va faire des chirurgies particulièrement complexes. Dans le privé, ils ne font pas ça, ne serait-ce que parce que dans le privé, ils font bien ce qu'ils font tous les jours. Et c'est normal, ils sont très très bons dans ce qu'ils font, mais parce qu'ils ont un volume important. Dans le public, vous serez plus à même de trouver des chirurgies un peu exceptionnelles. Donc vous n'aurez pas les mêmes patientèles, parce que les dents de sagesse ou la prothèse de hanche de la dame de 60 ans qui n'a aucun antécédent, c'est pas la même chose que le cirrhotique qui a une hépatectomie, une greffe hépatique, ou le tabagique qui a une chirurgie de Bricaire en urologie. Vous n'avez pas du tout les mêmes patients. Donc la pratique privée-publique, en tout cas, quand vous n'êtes pas dans des grandes villes, puisque je sais que Paris, Lyon, Bordeaux, ils ont des cliniques privées qui font voilà, des chirurgies plus avancées, vous allez surtout changer vos patients. Après, vous ne changerez pas ni la qualité avec laquelle vous pratiquez, ni vos techniques d'anesthésie. Vous pratiquerez avec les mêmes techniques, vous aurez les mêmes idées que les collègues. Si vous voulez faire de l'anesthésie locale, vous pourrez en faire aussi. Vous ne serez pas obligé de changer du tout au tout votre pratique anesthésique. C'est vraiment, vous allez choisir un autre type de patient.
Elle est importante parce que je suis chef de clinique, donc on a un emploi du temps important. Elle est importante, mais en anesthésie, on a une spécialité à garde. Donc c'est-à-dire qu'à 18h, il y a quelqu'un qui vous prend le téléphone et qui vous dit rentre chez toi. C'est pour être marié avec une spécialité médicale, c'est pas le cas. En tout cas pendant l'internat, si à 20h il y a une entrée, à 20h tu restes et tu fais l'entrée. Donc moi je suis souvent de garde, certes, mais quand je sors, quand je ferme la porte de mon bureau à l'hôpital, je fais en sorte d'y laisser une grande partie de mes patients, des problèmes qui s'y trouvent, et je réfléchis qu'à un truc où je me dis bon ça je veux le réfléchir pour demain. Mais je sais que ça peut être une spécialité qui vous bouffe, hein. C'est vrai, c'est une spécialité qui peut vraiment prendre votre temps. Mais j'ai envie de dire, je pense comme toute spécialité qui se pratique à l'hôpital. Je pense qu'à l'hôpital, on a plus facilement tendance à se faire happer par le truc. Et je pense que mes collègues de SPEMED et de spé chirurgical à l'hôpital ont le même problème, qui est de se dire que parfois c'est difficile de fermer la porte et de laisser les autres. Là où en cabinet en ville, quand le dernier patient il est parti, c'est fini. Là, les patients, vous partez, eux ils restent dans les lits. Donc la charge psychologique, ça dépend de l'équipe avec qui vous êtes. Si vous êtes dans une équipe qui tourne bien, que ce soit médical, paramédical, vous pouvez tout affronter. C'est-à-dire que vous pouvez débriefer ensemble s'il y a eu une expérience difficile. Et donc personnellement, je pense que j'ai jamais rien ramené à la maison le cœur lourd. Il y a des fois où on a des histoires horribles et on rentre, mais ça a jamais été pendant des semaines à me dire voilà. Donc j'ai toujours eu la chance d'être avec des gens avec qui je m'entendais bien, et donc j'ai jamais eu de charge psychologique à me lever le matin et me dire ah mince, faut que j'y aille encore aujourd'hui. Et quand c'est au volume des gardes, pendant l'internat, faut compter 4 à 5 gardes par mois. En général, un week-end par mois ou un tous les mois et demi. Ça, c'est pendant l'internat. Après, quand ça dépend de l'équipe dans laquelle on choisit de travailler après, en général, on essaie de ne pas aller au-dessus de 6 gardes par mois, parce que ça commence, sauf si vraiment on a une impossibilité autrement de faire tourner, mais on essaie de s'organiser même avec les autres services pour faire moins de gardes. Et quand on est dans des équipes qui tournent plus, on peut se retrouver avec seulement 2-3 gardes par mois. Et si on décide qu'on en a marre des gardes, on peut partir. Alors soit on est vraiment ancien dans le cursus et on peut dire j'arrête de faire des gardes. Il y a un certain âge à partir duquel c'est accepté par tous de dire là, les gars, j'ai donné, j'arrête d'en faire. Mais il y a des gens qui ne souhaitaient pas faire des gardes à la fin de leur internat et qui sont donc partis dans des cliniques sans garde de nuit, qui font vraiment que des patients qui ne nécessitent pas, avec parfois une astreinte de temps à autre, et donc dans ce cas-là, ils n'ont pas de garde. Oui, alors je vais raconter une journée type d'anesthésie comme mes collègues la vivent, et puis une journée type de réa comme moi je la vis, comme ça pour les gens ça fera les deux. En anesthésie, la journée type, si on prend une journée typique de bloc opératoire, à Tours, le bloc commence à 7h. Le bloc commence à 7h et on va vérifier la salle avec les infirmiers anesthésistes. Enfin, les infirmiers anesthésistes ont commencé à préparer la salle. On s'assure juste que tout est prêt, qu'ils n'ont pas un souci, qu'ils n'ont pas un problème de matériel, que le ventilateur, que le respirateur n'a pas de problème, qu'on peut vraiment faire rentrer le patient, parce qu'il n'y a rien de plus stressant pour un patient que de rentrer et de dire « Bon, attends, il passe pas le test, le respi ». Voilà, comment faire passer le trouillomètre à 0. Et après, on va voir le premier patient. On s'assure qu'il n'y ait pas de contre-indication à la chirurgie, qu'il ne soit pas passé quelque chose. Normalement, s'ils sont rentrés à l'hôpital la veille, ça a été vu à l'avance. Mais les gens qui rentrent à l'hôpital le matin, on s'assure, monsieur, vous n'êtes pas en train de tousser depuis vous n'avez pas 42 fièvre, non, c'est bon, tout va bien, vous avez bien arrêté votre traitement. Et puis on enchaîne.
On part sur les anesthésies et donc en général on est un anesthésiste pour 2 salles. Donc il y a une infirmière anesthésiste dans chaque salle et un anesthésiste qui supervise les deux, qui vient faire les inductions, donc le moment où on endort le patient, qui peut décider d'être là au réveil si jamais il y a une inquiétude sur le réveil, et qui peut décider d'être là pendant la chirurgie s'il y a un moment chirurgical qui est à risque. Et il s'occupe de superviser les 2 salles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et après, en salle de réveil, il s'assure que le patient se réveille bien, soit extubé correctement, fait les prescriptions post-opératoires pour les antalgiques, pour la reprise de certains médicaments où les chirurgiens nous demandent notre aide, tout ce qui est anticoagulation notamment. Et comme ça dure toute la journée jusqu'à la relève est à 17h. Sachant que selon les activités de bloc, très souvent il y a une ligne qui finit à 15h et une ligne qui finit à 17h. Et puis à 17h, la garde arrive et donc on fait les transmissions des quelques patients qui sont encore soit dans le bloc, soit en salle de réveil. Et voilà pour la journée type d'anesthésiste, on va dire sur un bloc réglé. Selon la vitesse du bloc, ça peut être 2 patients dans la journée sur la salle, ça peut être 8 patients. Donc en fonction de la spécialité, en fonction de la chirurgie, ça avance plus ou moins vite. Et en réanimation, je vais parler pour toutes les réanimations que j'ai connues. En général, ça commence entre 8h30 et 9h. On va dire entre 8h et 9h selon la réanimation, selon l'organisation. Par un staff où on revoit tous les patients avec l'équipe qui était de garde. On dit ce qui s'est passé la veille, on expose les problématiques, ce qui est arrivé de nouveau, et on discute tous ensemble. Qu'est-ce qu'on pense qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, est-ce qu'il y a une aggravation, est-ce que vous avez une idée d'un traitement, d'un diagnostic, etc. Et donc ça, on fait ça tous ensemble. Et après, chacun se répartit dans son unité avec un nombre de patients à sa charge. Et là, on examine tous les patients. Tous les patients sont réexaminés tous les jours, soit par le médecin, soit par l'interne, soit par les deux. Puis on fait les prescriptions. Là, la matinée termine entre midi et 14h30 selon ce qu'il a fallu faire. Et l'après-midi, le plus souvent, est consacré au scanner, aux gestes. Après, bien sûr, en réanimation, on ne programme pas les entrées, donc si jamais il y a une entrée, ça bouleverse tout l'emploi du temps. Et puis entre 17 et 18h, c'est pareil, c'est la contre-visite, les transmissions. Le médecin de garde prend les données des patients pour la nuit et savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il attend comme entrée. Et les autres peuvent y aller. Alors, j'ai un peu réfléchi, j'en ai 2-3, alors j'ai des anecdotes tristes, et donc je me suis dit que j'allais prendre une anecdote un peu rigolote qui m'est arrivée en 2e semestre. Donc j'étais vraiment toute jeune et j'étais dans la grande réanimation médicale d'Orléans, donc une immense réanimation médicale. Et où un soir j'étais de garde et on avait un patient dit carcéral, donc c'était un monsieur qui était normalement incarcéré, qui avait eu un souci de santé, qui était en réanimation et donc qui devait être surveillé en permanence parce qu'il y avait un risque potentiel d'évasion. Bon, le monsieur était dans le coma, mais l'idée c'était que peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient essayer de le faire évader depuis la réanimation. Donc en permanence, il y avait, comme l'institution pénitentiaire n'avait pas de personnel à disposition, ils avaient fait venir des gendarmes ou des policiers qui étaient en permanence devant la porte de ce monsieur, jour et nuit. Ils s'ennuyaient à mourir, les pauvres, ils lisaient des bouquins, ils jouaient à Candy Crush, on les voyait, on savait pas, les pauvres, Et un soir, j'étais de garde, et dans le même couloir où il y avait ce patient, où il y avait les gendarmes, j'étais sur une des banques infirmières, et il y a 3 infirmières de 3 chambres différentes qui ont passé la tête en m'appelant, parce qu'il y en avait une qui m'attendait pour poser un drain pleural, une autre, une patiente était en train de désaturer, et la 3e, ils avaient coupé le cathéter central en faisant la toilette. Et donc il y a eu 3 appels en même temps de moi, et je me souviens de la tête des gendarmes quand ils m'ont vu débarquer 2e semestre, qui ressemblait à une gamine, et j'ai vu sur leur tête c'est elle qui s'occupe de tout ce bazar. Et c'est là que je me suis rendu compte un peu de la différence entre comment les gens voient la réanimation et comment nous on le voit. Pour moi, c'était une garde
un peu chargée. J'allais poser un drain pleural, j'allais reposer le cathéter central, j'allais aspirer la dame qui désaturait. Et pour les gendarmes, ils étaient là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a 3 qui sont en train de mourir en même temps, elle débarque les mains dans les poches avec sa blouse de travers. Donc ça a été, je pense, c'est un truc que je garderai en tête un peu longtemps, ce décalage entre le monde réanimateur et le monde lambda qui se dit, oh là là, que se passe-t-il et pourquoi est-ce qu'elle est aussi zen? Alors, il y a le cliché de l'anesthésiste avec son café, le grand classique. Alors oui, il y a une caféinomanie collective des anesthésistes, hein, c'est pas un cliché, vraiment on est un grand buveur de café, enfin pas moi, mais les collègues c'est non-stop. Il y a le cliché de l'anesthésiste qui n'est pas en salle au bloc opératoire. Déjà, comme je l'ai dit, on est sur 2 salles, donc on ne peut pas être à 100% sur l'une des 2 salles. Et surtout, l'anesthésie, on se compare très souvent à l'aéronautique parce qu'on s'est beaucoup inspiré d'eux pour nos checklists, pour la sécurité, mais parce que de la même façon, en anesthésie, très souvent, c'est le décollage et l'atterrissage qui posent problème. C'est l'induction, c'est le réveil. Entre les deux, si tout se passe bien du côté du chirurgien, tout se passe bien de notre côté. Le chirurgien, ici, nous a prévenu, là, on va avoir un temps problématique, et on est en salle. Et c'est vrai que le reste du temps, l'infirmier anesthésiste est tout à fait capable de gérer le tout venant, et donc on est hors salle, en train de voir les autres patients, en train de discuter du dossier du prochain, et c'est vrai qu'on a ce cliché de l'anesthésiste, il n'est jamais en salle, il n'est pas en train de boire le café en permanence, on fait d'autres choses. Côté réanimateur, on a le cliché de gens qui font peur, que de toute façon quand on va leur présenter un patient, ils vont dire non. Parce que voilà, c'est un cliché qui peut être un peu fondé, puisqu'on n'a pas exactement la même façon de voir les patients que les autres. Quand on nous dit cette dame elle a 92 ans, elle est parfaitement autonome au domicile, il faut la mettre en réanimation, les gens le voient avec le prisme d'une dame de 92 ans autonome au domicile. Nous on le voit avec le prisme d'une dame de 92 ans qui va devoir subir une semaine de réanimation et qu'on renverra jamais à la maison. Et donc on peut passer pour des gens un peu froids, un peu sans cœur. On l'assume. On l'assume, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même perspective parce qu'on sait à 90% comment les gens vont évoluer. Et donc, en général, on essaie de gentiment le dire, mais c'est vrai que quand les familles nous disent « mais attendez, elle faisait son jardin jusqu'à la semaine dernière », c'est très difficile de dire « mais je vous jure que si je la prends, elle ne refera quand même jamais son jardin ». Donc on a un peu cet a priori. Et puis il y a l'a priori que la vie d'anesthésiste réanimateur c'est une vie extrêmement épuisante à cause des gardes. Ça va, franchement ça va quand on arrive à faire avec. Ça va, ça fait maintenant 5 ans que entre mon internat et maintenant le début de mon clinica, je me sens pas trop épuisée. Merci de m'avoir invitée déjà. Non, un petit mot de la fin, c'est pas hésiter à venir. La partie réanimation, autant il y a pas mal de stages qui sont disponibles à Tours. La partie anesthésie, c'est un peu plus restreint. Et c'est vrai qu'en général, les externes, les étudiants en médecine, ils passent très très tôt dans leur cursus, en 2e année, 3e année. À ce moment-là, on a déjà du mal à gérer la sémiologie du syndrome pyramidal, donc comprendre pourquoi est-ce que là le patient il est spastique à l'induction, c'est complètement logique de ne pas comprendre. N'hésitez pas si vous avez un doute à venir me voir quand vous êtes en stage. On ne mord pas, on est toujours très heureux de voir des gens curieux de notre spécialité. Et donc voilà, n'ayez pas peur de nous, on vous accueillera pour venir vous montrer tout ce qu'on peut faire.